On donne le top alors. Donc bonjour Jean-Pierre Mas, bonjour Marc Trubert. Donc aujourd'hui nous allons démarrer la journée e-tourisme de la mêlée numérique. Le thème vraiment de la journée, c'est que sera le voyageur de 2021. Donc on va vraiment se pencher sur l'avenir avec 3 tables rondes qui auront lieu à 15h, à 16h15 et à 17h30. Je vais d'abord vous donner la parole pour que vous puissiez présenter, faire un constat du tourisme aujourd'hui. À vous, Jean-Pierre Mas. Bonjour. Je pense qu'en raison de la distanciation que l'on a, je m'autorise à retirer le masque. Et comme personne ne va m'en empêcher, voilà qui est fait. Si on s'était retrouvés dans les mêmes circonstances il y a un an, je vous aurais dit, dans le monde, le tourisme représente 1,5 milliard de touristes internationaux, c'est-à-dire qui quittent leur pays pour aller visiter, pour aller voyager, quel qu'en soit le motif, à faire loisir dans un autre pays. Ce 1,5 milliard, c'est 2 fois plus qu'en l'an 2000, et ce sera 2 fois plus en 2040 à peu près. Si on avait parlé des avions, je vous aurais dit il y a 4,5 milliards de passagers dans les avions tous les ans. Et c'est 2 fois plus qu'il y a 15 ans. Très très forte progression du transport aérien mondial. Je vous aurais dit que 60% des Français partent en vacances tous les ans. Que malgré cela, 30% des Français ne partent jamais en vacances. Pour certains, c'est un choix. Pour d'autres, c'est une contrainte. Que ces Français qui partent en vacances partent pour les 2 tiers en France, passent leurs vacances en France, et 1 tiers passent les vacances à l'étranger, en sachant qu'une partie d'entre eux effectue plusieurs voyages, tantôt en France, tantôt à l'étranger. Si on était allé un petit peu plus loin, je vous aurais dit que la recette touristique pour la France, c'est 173 milliards d'euros. Ces 173 milliards d'euros sont ce qui est un peu plus de 7,5% du PIB. Cette recette provient des Français qui voyagent en France pour 107 milliards d'euros et pour 66 milliards d'euros des étrangers qui voyagent en France. Et pendant ce temps, les Français qui voyagent à l'étranger dépensent 30 milliards d'euros. Donc on a une balance commerciale du tourisme qui est très largement positive. Et puis, si on était allé encore un petit peu plus loin, j'aurais évoqué les petites musiques de fond dont on parlait déjà il y a un an dans le tourisme, et dont on va parler de plus en plus dans le domaine du voyage. C'est la contribution du transport aérien au réchauffement climatique, à peu près 3% de la production de CO2 mondiale. Comme le transport aérien double, mais cette contribution augmente, même si les avions sont beaucoup moins consommateurs de carburant et donc beaucoup moins, les avions modernes, beaucoup moins producteurs de gaz carbonique. On aurait certainement évoqué le surtourisme et la tourismophobie, la réaction hostile des populations au tourisme à Barcelone, à Santorin, à Dubrovnik, quelques autres lieux, et essayer d'expliquer pourquoi cette hostilité, cette tourismophobie, et en même temps faire bien la différence. On aurait fait la différence entre le tourisme de masse et la tourismophobie. Le tourisme de masse, je vous aurais dit, c'est le résultat, c'est pas un gros mot, c'est le résultat du droit au voyage, c'est le résultat de conquêtes sociales qui se sont faites au fil du temps avec l'extension du temps libre lié à la réduction du temps de travail et à l'augmentation de la durée de vie, et que en matière de conquête sociale, on ne revient jamais en arrière, et qu'il faut faire attention de ne pas vouloir enfermer le tourisme dans une case de tourisme élitiste, ceux qui savent voyager par rapport à la masse de ceux qui prennent des vacances et qui ne vivent pas les vacances de façon très culturelle, très ouverte. Mais je considère que tout le monde a droit à des vacances. On aurait parlé de tout ça il y a un an. Je vous aurais également parlé de cet objectif de 100 millions de tourisme en France, l'objectif fixé par Laurent Fabius, en vous disant que c'était certainement une erreur de capitaliser, d'avoir pour objectif un nombre de visiteurs et qu'il vaut mieux privilégier la recette touristique en allongeant la durée des séjours des étrangers qui viennent en France plutôt qu'en voulant avoir un peu plus de nombre. Il vaut mieux un peu plus de volume qu'un peu plus de nombre. Voilà ce que l'on aurait évoqué il y a un an. Mais
Mais il y a eu la pandémie du Covid ou de la Covid qui a complètement brouillé les cartes et modifié fondamentalement les choses. Cette pandémie a créé une crise que l'on appelle une crise symétrique, c'est-à-dire une crise qui se répercute dans le monde entier à peu près simultanément, ou plus exactement comme le fait l'écho de la voix dans un tunnel. Mais répercussion mondiale de la crise du Covid, crise à la fois systémique et symétrique. On ne manquera pas quand même, puisqu'on n'est plus il y a un an, on est aujourd'hui, on ne manquera pas de rappeler que ce n'est pas la première crise symétrique et mondiale que l'on a. Ce n'est pas la première pandémie que l'on subit. On en a déjà subi d'autres. Alors, personne parmi vous n'a connu la première. La première des temps modernes. C'était il y a un siècle, la grippe espagnole, avec, selon les décomptes faits par les manifestants ou la police, entre 20 et 50 millions de morts. Enfin, c'est beaucoup, sachant surtout que la population mondiale était à peu près le quart de ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire, si on le ramenait à la population actuelle, ça ferait entre 100 et 200 millions de morts. On en a connu une autre il y a 50 ans, on a l'impression que ça tombe tous les 50 ans en quelque sorte, avec la grippe de Hong Kong, 1968-1969, 1968 à partir du mois de juin et pas au mois de mai. Donc cette grippe de Hong Kong qui en France a fait plus de 30 000 victimes, 31 000 victimes, et dans le monde, largement plus qu'1 million de morts, et on n'avait pas les capacités de décompter comme on les a aujourd'hui. Donc, ce n'est pas la première pandémie que subit le monde, mais c'est la première pandémie qui, en raison de la mondialisation, de la facilitation des échanges, de la facilitation et de la transmission de l'information, c'est la première pandémie qui a des conséquences économiques aussi importantes. Ceux qui avaient la chance, enfin je ne sais pas si c'est une chance, mais ceux qui vivaient en 1969 ne se rappellent pas, personne ne se souvient de la grippe de Hong Kong. Alors je ne parle pas de la grippe espagnole. Donc ce qui se passe, c'est que les répercussions de cette pandémie sont extrêmement fortes. Alors on va évoquer les répercussions économiques, mais je pense que, et on en parlera peut-être tout à l'heure, il y a eu également des répercussions sur les comportements, les habitudes, le moral, les attitudes. D'abord, cette pandémie a favorisé, a donné lieu à quelque chose que l'on croyait oublier, qui est le mensonge d'État. On pensait que le mensonge d'État, ce n'était plus possible aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec les chaînes d'information, ce n'était pas possible. On nous a menti en nous disant que le port du masque était complètement inutile et que ça ne servait à rien. Vous voyez, à l'instant, j'ai vu quelqu'un tordre un petit peu le nez parce que j'enlevais le masque. C'est la ministre de la Santé qui disait ça. Donc, on a découvert également, autour de cette pandémie, beaucoup de polémiques, de conflits que l'on n'imaginait pas dans des secteurs où l'on n'imaginait que la sagesse prévalait sur les égaux. Pour n'en citer qu'un, la chloroquine, le professeur Raoult, l'opposition Marseille-Paris, scientifiques de province, scientifiques de Paris. C'est pas un conflit très glorieux pour la science, disons d'une certaine façon. On a découvert également les égoïsmes. Alors je ne parle pas... On a découvert tout ce qui existe au fond de nous, de meilleur et de pire. En matière d'égoïsme, je pourrais évoquer en début de crise, mi-mars, les stockages du papier hygiénique. La seule chose que je regrette, c'est que le papier hygiénique ne se périme pas et ne devienne pas poreux avec le temps. Donc les Français ont stocké 50 papiers hygiéniques chez eux. Ils ont stocké de la farine, des pâtes, du sel pour 15-20 ans, pensant qu'on entrait en guerre. Ça, c'est de l'égoïsme, parce que quand on surstocke au-delà de ses besoins directs, on prive les autres de l'accès à ce bien. Cet égoïsme s'est retrouvé avec les réactions
des provinciaux qui ont vu débarquer les Parisiens. 15% des Parisiens ont quitté Paris pendant le confinement pour aller en province, dans leur résidence secondaire, où les provinciaux sont heureux de les accueillir l'été parce qu'ils consomment, ils dépensent, ils vivent. Et là, il y a eu une hostilité. Vous allez nous apporter toutes les maladies du monde et surtout le Covid. On a vu cette hostilité également, ces mauvais sentiments. Dans les immeubles où habitaient ou logeaient des infirmières en disant non, déménagez, ne restez pas dans cet immeuble, vous allez nous contaminer tout l'immeuble. Et en même temps, les mêmes habitants, à 8 heures du soir, applaudissaient les premiers de cordée, les soignants, pour les féliciter de leur travail. Vous voyez, beaucoup d'ambiguïté dans les attitudes. Ces ambiguïtés, ceci a permis de déceler le bon et le moins bon dans les comportements de chacun, un petit peu comme on les avait décelés au moment de la Seconde Guerre mondiale, avec, et parfois chez les mêmes individus, la résistance et la collaboration. Si vous voulez, on vendait du beurre aux Allemands et on cachait un juif dans la cave. Tout cela est remonté. Mais en ce qui nous concerne, en ce qui concerne un peu plus nos activités, il y a quand même des phénomènes qui ont été très forts. Le premier, c'est le phénomène digital. Le commerce en ligne a progressé en 3 mois de 10 ans, ce qui est énorme. On a tout acheté en ligne, la musique, la lecture, la distraction, le cinéma, mais également la nourriture, les vêtements, les biens du quotidien, le bricolage. On a appris à consommer, à acheter en ligne. C'était déjà bien ancré dans les populations, mais ça c'est 10 ans de progrès en 3 mois. Ce qui a changé également dans les habitudes, c'est l'usage du home office, du télétravail. Télétravail contraint, pour beaucoup. J'ai connu des familles parisiennes qui étaient tous les deux en télétravail avec 2 enfants en scolarité dans un immeuble, un appartement de taille réduite, sans balcon, sans terrasse, sans possibilité de sortir. Et aussi le télétravail choisi. En même temps, on a constaté que les entreprises pouvaient fonctionner sans qu'on soit nécessairement présent tout le temps sur le lieu de travail. Ensuite, vous le savez, il faudra trouver des bons équilibres entre l'un et l'autre. Ce que l'on a également développé très vite, et la technologie a fait des progrès énormes en quelques jours, c'est la visioconférence. On s'est rendu compte qu'on pouvait se réunir, faire des conférences, non pas en réunissant tout le monde sur un même lieu, avec beaucoup de pertes de temps, beaucoup de pertes d'argent pour les acheminements, mais qu'on pouvait être aussi efficace en visioconférence et qu'on a même constaté que lorsqu'on intervenait en visioconférence, on prenait la parole une seule fois sur le même sujet, on rabâchait pas, on répapiait pas, comme on dit ici, on ne répétait pas plusieurs fois les mêmes choses, on était vraiment calé sur l'efficacité de l'intervention. Ça va rester, tout cela ne va pas disparaître. Et puis, on a constaté l'impact très fort de cette crise sur le secteur du voyage et je relèverai deux impacts. Le premier, c'est que les Français sont partis en vacances en France. Ils ont légitimement, enfin logiquement, disons, eu peur de quitter le territoire national, de traverser les frontières, d'être pris en otage par une refermeture brutale des frontières, comme ça s'était passé au mois de mars, au mois d'avril, d'être pris en otage à l'étranger, dans un milieu sanitaire, médical, hospitalier qu'ils ne connaissaient pas, dont ils ne connaissaient pas les codes et dont parfois et souvent même ils ne connaissaient pas la langue. Donc, par sécurité, ils sont restés en France et ils ont privilégié la montagne. Les Hautes-Pyrénées, notre région, l'Occitanie, a fait un score jamais égalé en matière de vacances d'été à la montagne. Ils ont privilégié la campagne et ils ont privilégié les grandes zones balnéaires littorales, au détriment parfois de certaines villes, mais je pense à Nice et à Cannes, mais c'est surtout parce que les étrangers, les riches étrangers provenant du Golfe ou de Russie ne sont pas venus à Nice et à Cannes. En revanche, à Biarritz, les Français se sont rués. Il n'y a jamais eu autant de monde cet été à Biarritz que les autres années. Et sur l'économie globale du voyage, je vais en terminer par là, sur l'économie globale du voyage, on a fait un constat ici, la progression du transport aérien dans le monde. C'est une progression qui est constante. On démarre, je crois, dans les années 45. Progression qui est constante,
qui est marquée, cette progression est marquée par quelques paliers, les crises pétrolières, les guerres du Golfe, le 11 septembre, la crise économique de 2008. Ces paliers sont plus ou moins longs, plus ou moins ascendants ou descendants, et ils servent de modèle en disant, par exemple, s'il y a une nouvelle crise pétrolière, si le prix du pétrole augmente, on va avoir un infléchissement de la courbe de progression du transport aérien mondial. Donc on a des modèles mathématiques, des modèles économiques sur lesquels on s'appuyait, on se référait. Et au début de la crise du Covid, on se disait, on va regarder si c'est 2008, 2001 ou les années 1968, 70, les crises pétrolières, etc. Et voilà ce que l'on a constaté. On a constaté quelque chose qui ne s'était jamais produit en matière de transport aérien mondial, et c'est un excellent indicateur de l'économie mondiale. On a constaté une chute brutale, ça n'avait jamais eu lieu, jamais eu lieu. Je vous rappelle des paliers ascendants ou descendants. Aujourd'hui, le niveau du transport aérien mondial est retombé au niveau du transport aérien mondial dans les années 1990, c'est-à-dire presque, pas tout à fait, mais presque la préhistoire du transport aérien. Donc, c'est la première fois qu'il y a une crise d'une telle ampleur sur l'ensemble de l'économie mondiale, avec des secteurs qui sont beaucoup plus affectés que d'autres. Tout ce qui a trait, tout ce qui est en relation avec le transport aérien, c'est-à-dire l'industrie aéronautique, et à Toulouse, on sait de quoi on parle avec l'ensemble des sous-traitants, aussi bien que l'industrie du voyage, que ce soit les déplacements d'affaires ou les déplacements professionnels, sont très fortement affectés par cette crise. Et je vais terminer en vous donnant un point de l'état de santé du secteur que je représente. Le secteur que je représente, c'est un secteur dont le périmètre est très bien défini. Je discutais tout à l'heure avec Bruno Le Maire qui me demandait de définir le périmètre. C'est très simple. C'est une profession réglementée, une immatriculation. Il y a 3500 entreprises, 35 000 emplois, correspondant à 30 000 équivalents temps plein. Donc, profession très bien définie. Notre niveau d'activité, je ne vais pas rentrer dans les détails, notre niveau d'activité représente aujourd'hui, au mois de septembre, entre 5 pour les plus faibles et 25% du niveau d'activité du mois de septembre 2019, c'est-à-dire une chute d'activité qui va de 95 à 75%. Aucun secteur ne peut survivre à long terme avec un niveau d'activité aussi faible. Et donc, il faut aujourd'hui, se focaliser sur les mesures de soutien et la pérennité des mesures de soutien du gouvernement. Ça, c'est mon job. Et le gouvernement, je le dis très clairement, a fait le boulot en la matière. Il faut qu'il continue à le faire pour éviter des licenciements massifs et des coûts élevés de prise en charge du chômage, évidemment. Et puis la destruction d'un tissu économique. Et puis, il faut également réfléchir à la façon de repenser le monde, de repenser notre façon de travailler. Je ne pense pas qu'il y aura un monde d'après par rapport au monde d'avant, mais le monde que l'on va vivre demain sera légèrement différent de celui qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui. Merci Jean-Pierre Mas. Maintenant, nous allons écouter donc une introduction par Marc Trubert qui va nous donner un autre angle. Bon, c'est moi qui me déshabille à mon tour. Donc moi, en fait, moi je suis Marc Trubert et en fait je déploie un fonds qui s'appelle le Fonds Tourisme Occitanie, qui est un fonds de la région que je présenterai tout à l'heure et qui avait vocation donc à investir de façon structurante dans le tourisme. Il est évident que ce qui nous a frappé là depuis maintenant quelques mois a remis en perspective un certain nombre de données et on est allé chercher pour savoir à quel point cela allait changer les paradigmes sur lesquels nous étions fondés. Et alors, pour déployer ce fonds, on avait parallèlement chez M Capital créé un lab qui s'appelle M Tourisme Lab, qui était un laboratoire de façon à récupérer, à travailler sur les tendances, à travailler sa vocation d'être un laboratoire d'usage, de tout ça autour du tourisme, de façon à essayer, puisque notre vocation était d'investir, à ne pas se tromper et essayer dans le bon sens. Donc là-dessus, on avait repéré un certain nombre de tendances. Et alors, ce qui est assez amusant, je vais en répertorier quelques-unes. Et finalement, on va se rendre compte que les tendances de fond qui régissaient à l'activité touristique
finalement, on peut se poser la question, sont-elles remises en cause profondément par cette attaque virale? Donc, qu'est-ce qu'on avait déterminé, enfin identifié comme tendance? Eh bien, le tourisme d'aujourd'hui va avoir un besoin d'expérience. Et donc, à l'intérieur de ça, il allait chercher du tourisme d'aventure, du tourisme immersif, inclusif et du tourisme de bien-être. Là-dedans, donc, si je dois résumer un peu, le tourisme d'aventure, vous avez la micro-aventure. Depuis, je pars avec mes enfants à la découverte du lac qui est à côté de chez moi, jusqu'à se prendre pour Mike Horn. Bon, il y a une petite... Et puis, le côté insolite. Je vais chercher un hébergement camping dans des cabanes, dans les arbres, à 30 mètres de hauteur. Voilà. Ensuite, des voyages immersifs, inclusifs, où j'ai plutôt tendance à dire c'est des voyages où on va rechercher l'intelligence et l'altruisme. Et le tourisme de bien-être. Et d'ailleurs, par rapport à ça, tout ce qui est thermalisme, il faut juste rappeler que la région Occitanie est la première région de France en termes de thermalisme. Donc un enjeu très fort pour nous. Donc un besoin d'expérience, un besoin de retour à l'essentiel, redécouvrir son territoire. Il y a des expériences assez intéressantes. Les citadins redécouvrent leur ville. Il y a le Staycation qui est un site qui vous permet d'avoir des opportunités dans des palaces dans 3 jours à côté de chez vous à des prix que vous n'auriez pas pu vous permettre. Donc retour à la simplicité et consommer en conscience, c'est-à-dire le touriste veut moins consommer son voyage et moins consommateur que le vivre. La tendance numéro 4, c'est un tourisme engagé et responsabilisé. Là, je vais aller vers le zéro déchet, les circuits courts, mobilité douce, le tourisme en entreprise, les savoir-faire. Je sais que Jean-Pierre Mas est très impliqué aussi là-dessus, sur le tourisme en entreprise. Et en fait, toujours dans cette quête de donner un sens. Ensuite, on a vu dans l'évolution des usages, l'utilisation naturellement du digital de plus en plus importante, digitalisation de l'offre, parfois du tourisme virtuel, et puis donc tout ce qui est exploitation des data a posteriori. Et enfin, dernière tendance, une forte volonté de la part des territoires de mettre en valeur leurs atouts. Donc c'était le cas en Occitanie, mais c'est un peu le cas aussi dans toutes les régions, hein, et donc d'arriver vers une vocation d'ingénierie touristique locale. Eh bien ça, c'était avant le Covid. Finalement, je n'ai pas réellement l'impression que sur le fond, ça ait changé, parce que de toute façon, ces tendances-là et ces usages-là, ils sont vrais pour le tourisme, mais en fait, ils sont vrais pour l'homo consommateur en général. Et il n'est pas différent quand il fait du tourisme que quand il veut être plus impliqué, plus inclusif dans l'ensemble de ces démarches, y compris dans l'immobilier, y compris dans tout. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on se dit sur le Covid? On se dit que, en fait, si les usages ne changent pas, qu'est-ce qui, pour nous, sera l'après-Covid? Eh bien, en fait, on remarque très souvent que ces crises, elles ne changent pas les usages et les tendances, elles les accélèrent très fortement. C'est-à-dire que pendant ce que l'on peut appeler une pause, hein, eh bien, on pourrait se dire, après la pause, on va redémarrer tranquillement, juste après, voilà, reprendre le truc. Sauf que, entre les deux, les gens, ils ont évolué à vitesse grand V. En fait, c'est un formidable accélérateur de tendance, ce type de crise. Et ce qui veut dire que, contrairement à ce que l'on peut penser, il ne s'agit pas de se mettre en hibernation pendant ce temps-là. Mais il va falloir être à la hauteur de l'attente de la personne demain, parce que même si on continue à avancer au train des sénateurs qui est parfois le nôtre, eh bien demain, on risque d'être en retard. Et donc c'est pour ça que nous, au Fonds Tourisme Occitanie, on pense que s'il y a bien un moment où on doit aider les entreprises à investir, à rénover leur offre, à anticiper les tendances qui sont clairement identifiées. Je pense que je n'ai rien appris à personne sur les tendances que j'ai pu donner. Eh bien, ça veut dire que c'est maintenant qu'il faut investir, c'est maintenant qu'il faut le faire, parce que sinon, même en ayant avancé, on risque d'être en retard à la sortie.
Voilà un peu sur l'aspect tendance. Ben, écoutez, merci Marc Trubert. De toute façon, la prochaine intervention, ça va être encore vous, mais vraiment sur le fonds d'investissement que vous représentez. Et puis, nous retrouverons Jean-Pierre Mas sur la table ronde de 17h15 sur le thème du « Quel sera le tourisme de demain ?» avec vous aussi, encore, Marc Trubert. Mais je pense que Jean-Pierre va être extrêmement intéressé par le fonds de tourisme. Est-ce que tu le connais? C'est ça. Regardez Écoutez, depuis la salle où j'aurai la chance de voir l'écran. merci à vous deux. Et puis, Marc Trubert, on vous laisse seul pour parler du fonds d'investissement. Donc oui, le fonds de tourisme Occitanie, oui, je récupère la zapette. Et d'ailleurs, je préfère même être debout, comme ça je vois en même temps ce qui se passe. Le fonds de tourisme Occitanie, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est... alors, où est-ce que j'appuie? Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. En gros, si on part des besoins, on se rend compte qu'on avait dans la région un certain nombre d'hôteliers, d'hôtelleries en 2 étoiles, etc., que ça ne correspondait pas à ce qu'attendait le tourisme demain. Donc, beaucoup de volonté d'investissement, des porteurs de projets qui disent, tiens, j'aimerais bien rénover mon hôtel, en acquérir, monter en gamme, mais quand je vais voir mon banquier, il me dit, mais vous ne mettez pas assez, monsieur, on ne peut pas vous prêter. Bon. De la même façon, on a des superbes stations de ski qui, malheureusement, ont de moins en moins de neige. Et en revanche, à côté de ça, quand on va à la montagne en été, c'est quand même des endroits magnifiques, mais entre la station de ski et la station de montagne, ce sont des investissements. Ces investissements, on ne sait pas, il n'y a pas un market fit extrêmement précis que l'on puisse présenter aux banques. Et donc, comme on est de la même façon, eh bien, problème de financement, problème de bouclage. Enfin, de la même façon, vous voulez créer quelque chose. C'était déjà compliqué avant. Ça l'est encore plus maintenant, puisque de la même façon, la visibilité est très compliquée. Donc en fait, c'est pour ça que la région Occitanie a décidé avant, et c'est devenu encore plus pertinent maintenant, de créer un fonds qui est un dispositif financier qui va permettre aux entreprises de combler leurs capitaux propres, d'abonder leurs capitaux propres, de façon à amplifier les projets qui sont sur le territoire. Ce fonds de tourisme Occitanie, donc comme je vous disais, c'est on va pas créer des projets, on va booster, on va accompagner les entrepreneurs pour qu'ils aillent plus loin, qu'ils puissent avoir une résonance beaucoup plus importante dans leurs projets. Naturellement, il va s'agir de répondre aux nouveaux usages touristique, c'est là qu'il ne s'agit pas d'aller à contre-courant. On sait qu'il y a une demande de qualification, de qualité, de sens, d'écotourisme, et tout ça, il faut y répondre. Et en fait, on a la chance en région Occitanie d'avoir 40 grands sites remarquables, ceux qui vont être là ce matin, par exemple, on était à Gavarnie, où il y a un petit hôtel qui est la même famille, je vous en reparlerai depuis 5 générations. C'est Napoléon qui leur a donné la concession de cet hôtel, qui va se transformer, qui est auprès du cirque. Eh bien, la destination, il y a 270 000 touristes qui vont chaque année au cirque de Gavarnie, et il n'y a rien pour les accueillir. Donc, en fait, si je dois résumer, c'est accompagner les entrepreneurs. C'est un dispositif qui est complètement nouveau, c'est-à-dire que la région Occitanie a mis 35 millions d'euros et est allée chercher 60 millions d'euros à la Banque européenne, ensuite a complété avec le Crédit Agricole et nous-mêmes, ce qui fait un fonds de 101 millions d'euros pour développer le tourisme en cofinancement, ce qui veut dire qu'on attend, comme c'est du cofinancement, un effet terrain de près de 300 millions d'investissements. Si vous mettez ça rapport au poids que pèse Occitanie par rapport à la France, c'est à peu près le même impact que le 1,3 milliard que vient de mettre le gouvernement pour le tourisme en France. Et c'est la région Occitanie qui a décidé de promouvoir sur le fond des projets structurants pour le territoire. Donc un fonds de cofinancement de 100 millions, des prêts qui peuvent aller de 200 000, parce qu'il est évident que quand je vais aller à Mende, ça va être plus compliqué d'avoir des projets extrêmement importants, alors que par exemple c'est beaucoup plus dispendieux quand on va être sur les stations de montagne, donc de 200 000 à 4 millions d'euros par projet.
Nous allons financer 20 à 30 dossiers par an, c'est-à-dire qu'on ne va pas saupoudrer, hein. Il y aura 120 dossiers pour 101 millions, donc la taille moyenne du dossier est importante. Et donc, une chose aussi assez remarquable, c'est que ce fonds concerne aussi bien le privé, mais aussi le public et le parapublic. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une commune, en fait, se substitue à une activité économique, mais à un modèle économique aussi, avec de l'endettement, avec des remboursements, etc. Et donc, ce fonds a l'avantage de couvrir l'ensemble des marchés. Donc, je l'appelle souvent un fonds à impact tourisme. Pourquoi? Parce que dans les rendements attendus, ce n'est pas un rendement financier qui est attendu, c'est un rendement de structuration. D'accord? Donc en fait, c'est ce qu'on appelle maintenant des fonds des fonds à impact. Donc sa vocation à participer à l'émergence de projets touristiques. Et en fait, il y a deux grandes choses dans le tourisme, c'est l'attractivité de l'hébergement. Et on sait que pour l'hébergement, on a besoin d'une montée en gamme dans nos territoires. Mais globalement, on ira chercher des projets qui soient dans l'infrastructure montagne ou littoral, le thermalisme, un enjeu extrêmement important et qui est vraiment à rénover, où il y a vraiment besoin de gros investissements, l'hébergement, les nouvelles expériences clients, ainsi que donc tout ce qui est activité de loisirs pour l'attractivité. Donc tout ça, qui c'est qui le gère? Donc ça a juste présenté la société de gestion. La société de gestion, c'est-à-dire que la région a mobilisé ses fonds et ensuite a demandé à un spécialiste de l'investissement de les déployer parce qu'il faut des agréments, parce que c'est tout un travail. Donc M-Capital, on est partenaire de la Mêlée depuis maintenant plusieurs années. On est installé à côté, au 8 rue des 36 Ponts. Donc on est une société de gestion qui est née ici à Toulouse. On opère sur les métiers du capital investissement, donc au niveau des sociétés matures. On opère au niveau du capital risque. Donc on accompagne ici notamment dans la région, grâce au FEI, Fonds européen, les startups en amorçage de Midi-Pyrénées, sur un fonds de 25 millions. Beaucoup d'immobilier que l'on va retrouver aussi dans d'autres problématiques, puisque c'est assez transversal. Et donc là-dedans aussi, donc les prêts à l'industrie du tourisme. Hein, et donc là, c'est plutôt, donc c'est ce que j'ai pas précisé, c'est un format de dette. Hein, ce ne sont pas des prises de capital, ce sont des prêts. Et enfin, des fonds impact, puisqu'on s'intéresse sur différentes verticales qui vont être depuis la transition énergétique jusqu'à l'entrepreneuriat au féminin. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Oui, donc on est à Toulouse, 5 bureaux, on est spécialisé dans le développement des PME et ETI, 50 personnes et un peu plus de 500 millions d'euros d'actifs sous gestion. Et alors, pour revenir donc au fonds de tourisme, je vais rentrer un peu dans le cadre de dossiers qui ont été financés pour vous donner un peu l'idée de ce que l'on sait faire. Donc ce matin, c'était le coup d'envoi. Il y avait d'ailleurs M. Guillaumont, qui est le maire de Marciac et fondateur du festival d'ailleurs, qui est le vice-président de la région chargée du tourisme. Donc on a financé la réhabilitation de l'hôtel du Cirque, qui n'était plus hôtel maintenant depuis 40 ans, tellement il était vétuste. D'accord? Et donc, le budget était de 1,4 million. Ils avaient eu 300 000 euros de subvention de la région, mais les banques disaient votre modèle ne nous permet pas, pour nous, de vous prêter plus de 700 000 euros. Et donc là, on est allé compléter par un prêt de 400 000 euros, dont il y a des décalages, dont des échéances sont très lointaines, qui fait que la banque a pu finir le tour de table et le projet émerger. Parce que sinon, il n'y avait pas vocation, dans des conditions économiques normales, à pouvoir avoir un hôtel digne de ce nom en bas de ce site extraordinaire. De la même façon, là, on est sur une station de ski. De la même façon, ils avaient une activité ski assez développée. L'été, que faire? Et donc là, ils avaient eu l'idée de faire une luge. Vous montez par le télésiège et vous redescendez par cette luge qui vous fait voir du paysage. Et puis, parfois aussi avoir des sensations fortes, parce que ça peut descendre très vite. Donc là, c'est un projet public, donc un budget de 2,5 millions, aide sollicitée région-département de 1 250 000. Les banques ont prêté 625 000 euros, parce qu'ils avaient des problèmes de taux d'emprise sur la station, l'historique, etc. Et donc, le fonds de tourisme a permis de débloquer cette affaire-là, avec un prêt de 625 000 euros. Et enfin, du côté des Pyrénées-Orientales,
un écoparc animalier, toujours avec le même principe, des gens qui arrivent avec un projet assez ambitieux et qui, à un moment donné, butent sur le fait que, on leur dit « désolé, mais financièrement, ça ne boucle pas ». Et donc, nous sommes là pour ça. Voilà, en gros, donc, soumettre un projet, c'est très facile. Il faut nous contacter. Et sinon, nous avons créé une plateforme qui s'appelle fondtourismeoccitanie.fr. C'est pas vraiment compliqué pour s'en rappeler. Et donc, sur cette plateforme, si vous mettez votre dossier, on vous répond dans les 48 heures sur l'éligibilité du dossier au processus, puisque d'abord, c'est un fonds stratégique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait vraiment un objectif tourisme. Et derrière, on peut débloquer la réponse dans les 4 semaines suivant le dépôt du dossier. Voilà, donc l'équipe du fonds, donc moi-même en termes de directeur de développement, Julie Kasky, qui est la directrice d'investissement, et 2 chargés d'affaires, un qui s'occupe de l'Occitanie Est, Fabrice, et l'autre l'Occitanie Ouest, donc Florian. Voilà, si vous voulez prendre des photos. Voilà, donc s'il y en a qui sont sur les caractéristiques techniques, hein, donc je les balaye assez rapidement. Je vous le dirai. Donc, ce fonds sera déployé pendant 4 ans. C'est un fonds de prêt, mais tous les modes de prêt sont possibles. L'emprunteur privé sera en priorité la PME. Il ne s'agit pas d'implanter Accor dans le... Ils ont les moyens. Hein. On sera toujours dans un tour de table, on sera toujours entre 25 et 40% du montant. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un effet de levier par la banque derrière. On ne fera pas un prêt de la totalité. D'accord ? On vient compléter les capitaux propres. La durée maximale des crédits est de 20 ans, ce qui est notoirement supérieur à celui des banques qui, pour l'activité, font plutôt du 7 ans. Et c'est ça qui nous permet d'ailleurs de débloquer vraiment des situations. Le ticket, je vous en ai parlé. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on sait tout faire. On peut décaler le premier remboursement à 4 ans, on peut faire du in fine. En fait, le but, c'est de s'adapter au montage qui est proposé de façon à ce qu'il soit débouclé. Nous, notre seule préoccupation, c'est que, 1, ça réponde à une problématique touristique, 2, que ça corresponde aux nouveaux usages et aux tendances que l'on peut remarquer, et 3, que commercialement, ce soit viable. À partir de là, on se débrouille pour tout ce qui est financier. Voilà. Donc, ce sont des quasi-capitaux propres. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'ai les plaquettes s'il y en a qui ont des projets, et puis je prends les coordonnées, il n'y a aucun souci. Voilà, merci. Merci beaucoup, Marc Trubert. Donc, nous avons une petite pause d'1 quart d'heure, et à 15 h, il y a une table ronde sur les données touristiques, comment les exploiter pour créer de la valeur et développer une activité. Donc, rendez-vous à 15 h.